Quand j'étais petit, Elena était celle qui me tenait et qui prenait soin de moi. Pouvez-vous le croire? C'est pourquoi ma mère m'a convaincu de vendre ma maison de 400 000 $ à ma sœur pour la moitié du prix. Au début, j'ai pensé que c'était une blague, mais lorsque j'ai dit non, toute leur attitude a changé. Ils m'ont traité de ingrat. J'ai dit que j'étais pratiquement un étranger pour la famille, même si je les avais aidés financièrement à de nombreuses reprises. Après ce dîner, j'ai pensé que c'était fini, mais non, pour eux, ce n'était que le début. Je m'appelle Charles. J'ai 28 ans. Je vis seul dans une petite maison à la périphérie de Portland, un endroit modeste avec une parcelle d'herbe devant, une clôture blanche usée par les intempéries et un portail en métal. Je le ferme toujours avant la nuit, non pas parce que j'ai peur que quelqu'un puisse entrer, mais parce que je ne veux plus que personne ne franchisse cette ligne. Je suis éloigné de ma famille depuis longtemps, et Portland, bien que ce ne soit pas là où j'ai grandi, est devenu l'endroit que j'ai choisi pour recommencer. Je n'ai pas besoin d'expliquer ici pourquoi j'ai rompu les liens avec ma famille, personne ne sait comment je vivais autrefois. Ils me connaissent comme Charles, quelqu'un qui travaille tranquillement, qui reste pour soi et qui laisse rarement quelqu'un entrer. Je pensais que la distance m'aiderait à aller de l'avant, mais étrangement, plus la vie devient tranquille, plus les souvenirs deviennent forts. Il y a des nuits où la maison est complètement silencieuse. Je suis assis seul dans le salon, et la même question me traverse l'esprit, s'ils regrettaient vraiment ce qu'ils ont fait, pourrais-je jamais leur pardonner? Puis, il y a quelques mois, la sonnette a retenti un soir de début d'hiver. Je suis sorti et j'ai vu mon neveu debout devant le portail. Dans ses mains, il y avait un petit cadeau enveloppé de papier rouge. Plus loin, j'ai vu mes parents et ma sœur, Elena, debout tranquillement près de la voiture. Ils n'ont pas beaucoup parlé, ils se sont contentés de me regarder. Ils ont dit qu'ils me manquaient, qu'ils étaient désolés, qu'ils n'étaient pas venus demander quoi que ce soit, seulement pour savoir si nous pouvions revenir à ce que c'était avant. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas invités à entrer. Mais à partir de ce soir-là, je leur ai pardonné. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que j'avais besoin que ce poids se lève de mon cœur. Pourtant, le pardon ne signifie pas que les choses reviendront jamais comme avant. Je garde mes distances. Je n'appelle pas, et je n'ai pas ouvert ce portail parce que je me connais, et j'ai peur. Et si je revenais? Si je les laisse entrer une fois de plus, je pourrais me perdre à nouveau. Je suis né dans une famille ordinaire à Hillsborough, une petite ville située à environ 40 minutes de route de Portland. Les rues étaient bordées de vieilles briques, un petit terrain de football était niché entre les quartiers, et l'air portait toujours le parfum du pin lorsque le vent balayait les toits gris pâle. Si je devais décrire mon enfance en un seul mot, ce serait paisible. Mon père travaillait comme technicien pour une entreprise d'électronique en centre-ville, et ma mère faisait de la tenue de livres à domicile pour la boulangerie d'un ami. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous n'avons jamais vraiment manqué de rien. Et la chose la plus précieuse que nous avions à l'époque était la chaleur de la famille. Quand nous étions petits, ma sœur Elena et moi étions inséparables. Elle avait 4 ans de plus que moi, et elle veillait toujours sur moi. Une fois, un camarade de classe m'a pris mon étui à crayon, et elle s'est précipitée dans la cour de l'école, m'a ramené et a grondé l'enfant sans retenir un seul mot. Chaque anniversaire, elle serait la première à prendre la part de gâteau avec le plus de glaçage, à la placer dans mon assiette et à sourire, c'est la meilleure part pour le petit gars. Je croyais vraiment avoir de la chance d'avoir une sœur comme elle à l'époque. Mes parents n'étaient pas du genre à avoir des favoris non plus, nous avons chacun une autre part d'attention, d'opportunité et d'amour. Mais quand Elena a eu 16 ans, quelque chose s'est passé, et tout a commencé à changer. Je ne me souviens pas des détails exacts, seulement qu'elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Je crois que c'était une forte fièvre avec des complications. Je me souviens avoir entendu ma mère pleurer dans la cuisine et mon père, sa voix tremblant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, passer des appels les uns après les autres. Elle est restée à l'hôpital pendant près d'un mois, et à partir de ce moment-là, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Ils ont commencé à s'inquiéter de tout en ce qui la concernait, chaque pilule, chaque rendez-vous de suivi, chaque nuit sans sommeil, même la plus légère toux. Je comprenais qu'ils avaient peur de la perdre, peur que ce qui s'était passé puisse revenir. Mais cette peur, avec le temps, s'est transformée en favoritisme. Petit à petit, j'ai cessé d'entendre « Comment s'est passée ta journée ?» lorsque je rentrais de l'école. Les câlins encourageants et les petits gestes de tendresse se sont tous déplacés de son côté. Au début, je ne me suis pas senti triste. Je me suis dit, elle vient de traverser quelque chose de difficile, c'est normal de faire un pas de côté pendant un certain temps.
Mais année après année, pendant un certain temps, s'est allongé, et à un certain moment, j'ai réalisé que ma place dans la famille disparaissait tranquillement. C'est à cause de ce favoritisme que, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai décidé de quitter Hillsborough et de déménager à Portland. J'avais besoin d'espace. Je voulais construire ma propre vie sans comparaison ni vivre constamment dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je pensais que déménager suffirait, si je n'étais plus à leur portée, je n'aurais pas à assister au favoritisme qu'ils montraient à ma sœur, l'amour unilatéral qu'ils ne cachaient même pas. Mais je me suis trompé. Même avec la distance, même dans le silence, ils ont quand même trouvé des moyens de me ramener, des appels téléphoniques inattendus, des faveurs apparemment inoffensives, les mêmes vieilles comparaisons, les mêmes sentiments de culpabilité usés, comme si je n'avais jamais assez fait. Et puis, un soir, il y a précisément un an, quelque chose que mes parents ont fait a finalement poussé les choses au-delà du point de rupture. Ce soir-là, je n'ai eu d'autre choix que de prendre une décision, arrêter, rompre complètement les liens. Je me souviens de ce jour très clairement. C'était un week-end, début décembre, vers 9 heures du matin. Ma mère a appelé, sa voix était calme, comme toujours. « Es-tu libre ce soir ? Rentre pour le dîner. » J'ai fait une pause de quelques secondes, puis j'ai dit oui. Cela faisait un moment que je n'étais pas revenu. Vers 17 heures, j'ai conduit de Portland à Hillsborough. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué un véhicule utilitaire sport argenté au celui de Grayson au garé à l'entrée. Avant même que je puisse atteindre la porte, David, le fils d'Elena et de Grayson, environ 5 ans à l'époque, a couru dans la cour. Quand il m'a vu, il a crié et s'est précipité vers moi, enroulant ses petits bras autour de moi avec enthousiasme, me disant qu'il avait des biscuits aux pépites de chocolat ce jour-là. Je me suis agenouillé et je l'ai serré dans mes bras. Je tiens à ce garçon. Pour ses anniversaires, pendant les vacances, ou même juste un week-end aléatoire lorsque je passe devant un magasin de jouets, je lui choisis toujours quelque chose, une figurine de super-héros, une voiture de police jouée ou un jeu de construction du dessin animé dont il était fan à l'époque. Dès que je suis entré, ma mère a sorti un plat de poulet rôti du four. Elle a dit, « La famille d'Elena vient de devoir fermer son entreprise, ils ont beaucoup perdu et ont dû abandonner l'endroit qu'ils louaient, alors il reste ici avec votre père et moi pour le moment. » Je n'ai pas réagi. Je n'ai posé aucune question. J'ai juste hoché la tête et tiré une chaise à la table. Ce dîner a commencé comme si tout allait bien, toute la famille bavardait. David n'arrêtait pas de parler de l'école maternelle, Grayson a dit qu'il quittait son emploi pour rejoindre une plus petite entreprise, maman n'arrêtait pas de mettre de la salade dans mon assiette, de me passer de la viande, de remplir mon verre, agissant comme si la distance entre nous n'avait jamais existé. Si quelqu'un était entré à ce moment-là, il aurait probablement pensé que c'était un dîner familial typique. Personne n'aurait deviné que quelques minutes plus tard, tout allait changer. Après le dîner, tout le monde s'est rassemblé dans le salon. Maman a apporté un plateau de fruits coupés et quelques canettes de bière, refroidies dans un petit seau à glace. David a eu le droit de monter jouer avant le coucher, tandis que les adultes étaient assis autour de la vieille table en bois, faisant des petites conversations. Je me suis assis dans le fauteuil d'angle, tenant une canette de bière, mon esprit dérivant entre le dîner et les histoires aléatoires qu'il racontait. Après environ 5 minutes, mon père a reniflé doucement, a posé sa bière sur la table et s'est penché en arrière sur sa chaise. Son ton a changé au plus profond, plus sérieux, comme s'il se préparait à quelque chose. « Charles » a-t-il commencé, sans me regarder directement, gardant plutôt les yeux rivés sur la télévision en sourdine, « ta mère et moi voulons te parler de quelque chose. » J'ai jeté un coup d'œil, n'ai rien dit, j'ai juste légèrement hoché la tête. Il s'est éclairci la gorge, puis est allé droit au but. « Nous pensions que tu pourrais peut-être vendre ta maison à Elena et à son mari. Cet endroit vaut environ 400 000 $, n'est-ce pas? Si tu es prêt à la laisser partir pour 200 000 $, il pourrait avoir une chance de l'acheter. » Dès qu'il a fini, l'air de la pièce a changé. Tout est devenu silencieux. Je n'ai pas réagi tout de suite, je l'ai juste regardé, puis je me suis tourné vers ma mère. Elle est intervenue immédiatement, comme si elle attendait son rôle. Elena et Grayson ont des difficultés en ce moment. Ils ont un enfant, ils ne peuvent pas continuer à louer pour toujours, et tu sais qu'ils n'ont pas assez d'économies pour une nouvelle maison. Ils viennent de tout perdre à cause de l'entreprise. Je n'ai toujours rien dit. J'ai pris une longue gorgée de bière, les yeux fixés sur le sol carrelé, essayant de décider si je les avais bien entendus. Puis maman a continué, sa voix plus douce cette fois, essayant clairement de jouer la carte émotionnelle.
Quand tu étais petit, Elena était celle qui te tenait et qui prenait soin de toi. Elle t'aimait. Cela pourrait être ta façon d'aider ta sœur, juste une fois. Tu ne penses pas? Après avoir dit cela, je l'ai regardée. J'ai pris une lente et profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne suis pas d'accord, ai-je dit, ma voix ferme et stable. Cette maison est à moi. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. S'ils ne peuvent pas se le permettre, ils peuvent chercher quelque chose de plus adapté à leurs moyens. Au moment où j'ai dit non, toute la pièce semblait silencieuse. Maman a froncé les sourcils, tenant toujours une tranche de pomme qu'elle n'avait pas encore mangée, et a insisté. 200 000 $ ne vous permettent pas grand-chose de nos jours, Charles. Votre endroit est la meilleure chance qu'ils aient. Papa a fait un geste de la main, se penchant en arrière avec un mélange d'impatience et de frustration dans la voix. Les prix des maisons augmentent chaque mois, la location n'est pas stable. Tu vis seul. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? Quel mal y a-t-il à partager un peu? Maman est intervenue à nouveau, sa voix plus douce maintenant mais visant directement l'émotion. Pense Y, fils. Elena a un petit enfant, ils viennent de perdre leur maison. Même si tu ne peux pas le faire pour ta sœur, pense à ton neveu. Un peu de gentillesse en ce moment pourrait maintenir cette famille unie. Mais je n'ai pas cédé. Je les ai regardés et j'ai répondu fermement, j'ai déjà dit non. Puis j'ai posé ma bière sur la table et je me suis levé, essayant de ne pas la faire trop claquer. Le froid de la canette persistait encore sur mes doigts, mais à l'intérieur, je brûlais. C'est donc à ça que servait vraiment ce soir, ai-je dit, les regardant chacun, mon regard n'évitant plus rien. Si c'est la seule raison pour laquelle vous m'avez demandé de rentrer, ne vous embêtez pas à appeler la prochaine fois. Quelques secondes se sont écoulées. La pièce s'est figée. Personne n'a pris les fruits, personne n'a souri. Seul le silence et un changement dans leurs yeux, devenant vifs et froids. Mon père a plissé les yeux, sa voix basse, chaque mot comme de la glace. Est-ce ainsi que tu parles maintenant? Ta sœur a des difficultés, et toute la famille essaie de s'asseoir et de trouver des solutions? Ma mère a réagi vivement, ne cachant plus sa colère derrière ce ton doux. Nous avons élevé un enfant ingrat. Ce n'est pas ainsi que nous t'avons appris à vivre, Charles. Et avant que je puisse répondre, Elena s'est légèrement penchée vers moi, sa voix était plus douce, plus calme, mais aiguë comme une aiguille cachée dans de la soie. Charles, ne peux-tu pas le faire pour David? Il t'aime. Je l'ai regardé, je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, je l'ai ressenti clairement et complètement, la déception avait atteint le fond, et j'ai su à ce moment précis qu'il ne restait plus rien à retenir dans ce qui s'appelait autrefois la famille. J'ai regardé Elena sans cligner des yeux, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais trop fatigué pour réagir. Quelques secondes plus tard, j'ai détourné le visage et j'ai lentement repoussé ma chaise. Vous utilisez votre fils pour marchander une maison, ma voix était basse, mais je n'essayais plus de rester calme. Si vous teniez à lui, vous ne lui apprendriez pas à utiliser l'amour comme levier pour obtenir des choses des gens. Ma mère s'est pratiquement levée de sa chaise. Fais attention à ce que tu dis, a-t-elle lancé, sa voix tremblant de colère. Cette famille t'a élevé, et c'est ainsi que tu nous parles? Je l'ai regardée, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur qu'elle soit déçue de moi. Je suis arrivé aussi loin grâce à moi-même, ai-je répondu, droit et ferme. Et si je ne le dis pas maintenant, vous penserez tous que je suis né juste pour vous servir. Juste après ces mots, mon père a claqué sa main sur la table avec force. Le plateau de fruits a légèrement sauté à cause de l'impact. Dégage, a-t-il aboyé, chaque mot vif et délibéré, son visage rouge d'émotion. Je n'ai pas de fils comme toi. Ce n'était pas la première fois que j'entendais cela, il l'a dit quand j'étais à l'université, juste parce que je ne voulais pas prêter mes économies à Elena. Mais cette fois, ça ne faisait plus mal. J'ai juste hoché la tête, puis je me suis tourné vers la porte, j'ai pris mon manteau derrière la chaise et je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement à Portland. Sur le chemin du retour à Portland, je n'ai mis aucune musique. Il n'y avait que le bruit du vent qui s'infiltrait par les fissures de la fenêtre et le bourdonnement régulier du moteur, étirant un silence qui semblait sans fin. J'ai continué à conduire, les yeux rivés sur la longue route devant moi, mais dans mon esprit, j'étais inondé de souvenirs. Au fil des ans, j'avais envoyé de l'argent chez moi chaque mois. Cela a commencé avec 300 $, puis est finalement passé à 500 $. J'ai payé pour la réparation du vieux toit, j'ai couvert les frais médicaux de maman lorsqu'elle a eu la grippe,
j'ai aidé papa à échanger la vieille voiture qu'il utilisait pour aller travailler tous les jours. Je n'ai jamais dit non, je n'en ai jamais parlé parce que je pensais que c'était quelque chose que je devais faire. Je me suis dit que si je ne pouvais pas être proche d'eux émotionnellement, au moins je pouvais remplir mes responsabilités en tant que leur fils. Mais ils n'ont jamais dit merci, pas un mot, pas un seul message pour demander comment j'allais, pas même un « vas-tu bien ?» Malgré ces paiements réguliers, mois après mois, et maintenant ils s'attendent à ce que je vende la maison pour laquelle j'ai travaillé si dur pour la moitié de sa valeur, juste parce qu'Elena traverse une période difficile, parce qu'elle me tenait quand j'étais bébé. Mes mains ont serré le volant sans que je m'en rende compte, j'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, le seul endroit qui était encore à moi. Environ 30 minutes plus tard, je suis arrivé à la maison. L'air frais de la fin de l'hiver à Portland était vif et frais, mais mes mains brûlaient alors que je serrais la clé de la maison. Je n'y ai pas beaucoup pensé, je me suis simplement garé dans le garage, j'ai coupé le moteur, j'ai ouvert la porte et je suis entré directement sans même enlever mon manteau. J'ai jeté mes clés sur le comptoir de la cuisine et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Pas d'attente pour refroidir, je ne me dis pas de bien y réfléchir. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai recherché la section des transactions récurrentes. Mon doigt s'est arrêté sur une entrée familière, virement automatique $500 par mois, bénéficiaire, Linda et Gerald Walker. J'ai regardé cette ligne pendant précisément 3 secondes, puis j'ai tapé sur annuler, confirmé sans hésitation. L'écran s'est éclairé avec « Transaction récurrente annulée avec succès ». J'ai posé le téléphone sur le comptoir, le seul bruit dans la pièce était le léger bourdonnement du réfrigérateur, mais dans ma tête, tout était plus transparent que jamais. J'en avais fini d'être un guichet automatique ambulant. Après avoir annulé le virement, je suis allé dans ma chambre et j'ai pris une douche tranquillement. Environ 20 minutes plus tard, je suis sorti, une serviette drapée sur mes épaules, et j'ai jeté un coup d'œil au téléphone sur la table. Il y avait 3 appels manqués, tous de Grayson, le mari d'Elena. J'ai froncé les sourcils, j'ai pris le téléphone et je l'ai rappelé, ne sachant toujours pas si c'était par politesse ou par curiosité. Il a répondu presque immédiatement, sa voix était basse, stable, comme s'il l'avait déjà répété. « Charles, je voulais juste dire que je suis désolé, vraiment. Ce soir-là, je n'aurais pas dû rester silencieux. Je savais que c'était mal, mais tu sais comment c'est. Je suis juste le gendre, je n'ai pas mon mot à dire dans cette famille. Si je parlais, cela aurait peut-être empiré les choses. » Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, l'eau coulait encore le long de mon cou de mes cheveux, froide, mais pas assez pour refroidir la déception qui brûlait dans ma poitrine. J'ai légèrement souri ou je ne sais pas si c'était une raillerie ou juste un réflexe. « Lâche, ai-je dit. Tu n'es même plus un homme, Grayson. » J'ai serré le téléphone plus fort, puis j'ai dit une dernière chose, lentement, clairement, sans laisser de place à une réponse. « Ne m'appelle plus jamais. » Puis j'ai raccroché. Juste comme ça. Et comme je m'y attendais, après avoir annulé le virement mensuel à mes parents, il n'a été qu'une question de temps avant qu'ils ne me contactent. Une semaine plus tard, lundi matin, mon téléphone a sonné. Je venais de sortir du garage après mon service matinal au travail, les mains toujours tachées d'huile de machine, lorsque j'ai vu le nom familier clignoter sur l'écran, « Maman appelle ». Debout sous l'auvent, je me suis arrêté à la porte, laissant la sonnerie retentir. Je savais exactement pourquoi elle appelait. Aujourd'hui était le 15, le jour où son compte recevait $500 de moi chaque mois depuis 2 ans. J'ai laissé sonner le téléphone jusqu'à ce qu'il se taise. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Quelques minutes plus tard, papa a appelé. Cette fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, puis j'ai refusé l'appel. Mon doigt s'est arrêté une fraction de seconde lorsqu'il a touché l'écran, mais l'hésitation a disparu aussi vite. Immédiatement après, une notification de message a retenti. C'était de maman, ne sois pas enfantin. Un dîner désagréable ne signifie pas que tu dois aller jusque-là. J'ai regardé le message pendant un long moment, comme si je pesais s'il valait même la peine de s'en soucier. Puis, avec un souffle lourd et un rapide coup de main sur mon visage pour me calmer, j'ai répondu lentement mais délibérément, demande à Elena de t'envoyer $500 par mois. Je n'ai plus d'argent. J'ai appuyé sur envoyer. À la seconde où le message a disparu de l'écran, j'ai glissé le téléphone dans la poche de ma veste et suis entré directement dans la maison, sans jamais regarder en arrière. Ce que j'ai ressenti alors n'était pas de la colère, c'était une sorte de légèreté,
de celle que l'on ressent seulement après avoir enfin déposé quelque chose que l'on porte depuis trop longtemps sans même se rendre compte de son poids. Je pensais qu'après tout, il me laisserait enfin tranquille. Que, une fois que j'aurais cessé d'envoyer de l'argent et coupé tout soutien, il comprendrait et me laisserait tranquille. Mais je les avais sérieusement sous-estimés. Lorsque j'ai dit non à leur demande, ils n'ont pas pu l'accepter. Non, n'était pas quelque chose qu'ils étaient prêts à accepter, et à cause de cela, ils étaient prêts à me traîner dans la boue, en utilisant toutes les méthodes qu'ils connaissaient. Et c'est ce qu'ils ont fait ensuite qui ne m'a laissé d'autre choix que de porter l'affaire en justice. Environ 2 semaines après avoir annulé le virement récurrent, un après-midi en semaine, je venais d'entrer dans ma cour après le travail lorsque j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Mes parents étaient debout devant ma porte d'entrée. À côté d'eux se trouvaient 2 valises, une grande et une petite. Maman portait un bonnet beige en tricot, les bras croisés sur la poitrine. Papa s'appuyait nonchalamment contre le poteau de la clôture, ayant l'air d'être juste passé pour discuter avec un voisin. Je suis sorti de la voiture, j'ai verrouillé la porte et j'ai marché lentement vers la grille, les clés toujours à la main. Mes yeux trahissaient un mélange de confusion et de fatigue. De retour de vacances ou quelque chose comme ça, ai-je demandé, ma voix sèche, le sarcasme totalement non filtré. Maman a légèrement souri, imperturbable par le ton. Non, nous sommes venus rester chez toi, a-t-elle dit simplement. Je suis resté là pendant quelques secondes, comme si je ne l'avais pas bien entendu. Papa a ajouté avec un calme qui ne semblait pas réel, nous avons laissé Elena et Grayson rester dans la vieille maison pour le moment. C'est un peu serré là-bas, surtout avec David, mais toi, tu vis ici seul. Un peu d'espace supplémentaire, tu ne penses pas? J'ai serré ma prise sur les clés. Vous voulez dire, que vous voulez emménager ici avec moi? Maman a hoché la tête. Juste pour un moment. Nous savons que certaines choses ont été dites la dernière fois, et si tu t'es senti blessé, je suis désolé. Mais les familles, comme ça, des hauts et des bas. Je sais que tu as bon cœur, Charles. Tu ne laisserais pas tes parents se débattre dehors. J'ai regardé les 2, puis les valises à leurs pieds. Pas un texto, pas un appel pour me demander si j'étais d'accord à rien. Je suis désolé, ai-je dit lentement mais fermement. Je ne suis pas d'accord. La voix de maman s'est adoucie, devenant suppliante. Nous sommes une famille, Charles. Ne laissons pas quelques malentendus nous déchirer. Nous sommes vieux maintenant. Il ne nous reste plus beaucoup d'années. Je n'ai pas dit un autre mot. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai ouvert et j'ai composé le numéro. Lorsque le répartiteur a décroché, j'ai parlé clairement, mot pour mot, 2 personnes tentent d'entrer illégalement chez moi. Elles n'ont pas été invitées. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quel genre de regard ma mère m'a lancé à ce moment-là. Je n'ai pas pu me résoudre à croiser son regard, mais je savais, sans aucun doute, que j'avais atteint ma limite. Environ 15 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée devant la grille. 2 agents sont sortis, un homme et une femme. Ils étaient polis, mais leurs expressions montraient qu'ils avaient déjà vu cette situation auparavant. J'ai expliqué la situation brièvement et clairement. Après quelques questions rapides, ils se sont tournés vers mes parents. Nous comprenons qu'ils sont votre famille, a déclaré l'agent masculin, puis il a regardé ma mère. Mais si le propriétaire ne consent pas, vous ne pouvez pas rester ici. Les yeux de ma mère se sont élargis, l'incrédulité inondant son visage. Je suis sa mère, a-t-elle lancé, sa voix craquant de colère. Et je comprends ça, a répondu calmement l'agent, mais la propriété légale de cette maison ne vous appartient pas. Si le propriétaire ne donne pas l'autorisation, nous ne pouvons pas vous autoriser à rester ici. Après quelques allers-retours, ils ont finalement commencé à faire leur bagage. Mon père n'a rien dit, il a juste traîné la valise vers la voiture avec une expression raide et impénétrable. D'un autre côté, ma mère n'arrêtait pas de me regarder par-dessus l'épaule, comme si elle espérait que je changerais d'avis à la dernière seconde. Lorsqu'ils sont partis, je suis entré et j'ai fermé la porte lentement. Tout mon corps semblait s'être affaissé. Mes mains tremblaient encore pendant que je tournais le verrou. Je me suis affaissé sur le canapé, le téléphone toujours à la main, mon esprit un fouillis d'émotions. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait, et je n'aurais jamais imaginé que je serais celui qui appellerait la police sur mes parents. Mais ensuite, moins de 2 heures plus tard, un message est apparu d'un vieil ami, Charles, que se passe-t-il? J'ai froncé les sourcils et j'ai tapé sur le lien qu'ils avaient joint. Il a fallu quelques secondes pour que la vidéo se charge, puis je me suis figé.
Les images ont été diffusées sur mon écran, moi debout devant ma maison, téléphone à la main, en arrière-plan, mes parents traînant leurs valises, ayant l'air fatigués et usés. Pas de son, pas de contexte. C'était juste un plan large et distant suffisant pour tordre l'histoire. À la fin du clip, un titre est apparu, un fils froid appelle la police pour chasser ses parents âgés en plein hiver. J'ai regardé l'angle de la caméra. Cette vue provenait de leur voiture, et j'ai su instantanément que quelqu'un avait discrètement enregistré tout ce qui se passait dans la voiture tout le temps. C'était seulement la partie qui me faisait passer pour le méchant. Je n'ai pas eu besoin de longtemps pour comprendre, cela devait être Elena. Quelques minutes après avoir regardé la vidéo, les commentaires ont commencé à affluer, et à partir de ce moment, ce n'était plus seulement une affaire de famille. Et puis, la seule chose que j'espérais ne jamais arriver, est arrivée. Vers 20h ce soir-là, alors que je visionnais les images de ma caméra de sécurité domestique, mon téléphone a sonné. C'était mon patron. J'ai regardé l'écran un instant, ne voulant pas répondre, mais je l'ai fait, car l'éviter ne changerait rien. Sa voix était basse et brève, pas de bavardage cette fois. « Charles, j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Une vidéo se répand comme une traînée de poudre en ligne, et, eh bien, tu le sais déjà. Elle reflète mal l'entreprise. » J'ai avalé difficilement, je n'ai rien dit. Mes doigts se sont crispés autour du verre que je tenais comme si c'était la seule chose qui me tenait stable. Nous comprenons que c'est une affaire personnelle, a-t-il poursuivi, mais les médias sociaux ne font pas cette distinction. Les communications internes ont été inondées de réactions négatives. Les conseils d'administration ont décidé de te suspendre temporairement pendant que nous examinons la situation. Sa voix n'était pas celle d'un manager s'adressant à ses employés, c'était plutôt celle d'un homme qui se distançait prudemment d'un problème de relations publiques. J'ai légèrement hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir, et j'ai répondu doucement, je comprends. L'appel s'est terminé en silence. J'ai posé le téléphone sur la table et je me suis retourné vers les images. Ce n'était pas le clip viral, c'était celui de la caméra de sécurité de ma porte d'entrée, toute l'histoire, la vérité. Je l'ai examiné image par image, puis je l'ai envoyé à l'avocat que je venais de contacter quelques minutes plus tôt, ainsi qu'un message, à demain matin à 9h. La vidéo que j'ai envoyée, c'est celle qu'ils ont oubliée. Ils sont venus ici, ils ont essayé de me ruiner, mais ils ont commis une erreur cruciale, ils n'ont jamais vérifié les caméras de sécurité. Le lendemain, je suis arrivé au cabinet de l'avocat comme prévu. Portland était encore enveloppé de gris, une bruine flottait dans l'air pas glacial, mais juste assez froid pour s'enfoncer plus profondément dans votre humeur. J'ai attendu dans le couloir pendant près de 10 minutes avant d'être invité à entrer. Mon avocat était un homme d'une quarantaine d'années, chevronné, vif d'esprit, et qui ne perdait pas ses mots. Il a écouté attentivement pendant que je présentais tout, puis il a ouvert son ordinateur portable et a joué les images de la caméra de sécurité que j'avais envoyée la veille. Pas de montage, pas de narration scénarisée, juste l'enregistrement brut et ininterrompu du début à la fin, chaque mot que j'ai dit, chaque action que mes parents ont faite, la façon dont ils sont apparus sans prévenir, ont tordu l'histoire, et comment la police calmement et selon les règles leur a demandé de partir. Tout était là. Lorsque la vidéo s'est terminée, il a levé les yeux et a fait un signe de tête lent et délibéré. Ses yeux étaient froids et clairs, ancrés dans la certitude. « Ils ont essayé de te faire tomber par les médias, a-t-il dit. Maintenant, nous allons utiliser la loi pour les faire taire. » À la fin de cette même semaine, le procès a été intenté. J'ai porté plainte contre Elena et sa famille pour diffamation et violation de la vie privée. Elles avaient diffusé cette vidéo sans mon consentement, l'avaient intentionnellement modifiée pour nuire à ma réputation, et l'avaient utilisée comme arme contre moi devant le tribunal de l'opinion publique. Il n'y avait pas de zone grise, il n'y avait pas de place pour les excuses. Et j'ai gagné. Le procès a eu lieu moins de 2 mois plus tard, devant le juge. Elena a tenté de nier sa responsabilité, mais les preuves étaient irréfutables. Lorsque les images non montées de ma caméra de sécurité ont été diffusées en audience publique, toute la salle s'est tue. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Décision finale, Elena a été condamnée à me verser un total de $30 000, couvrant les honoraires d'avocat, les dommages à ma réputation, la perte de revenus pendant la suspension et l'indemnisation civile. De plus, le tribunal a émis une ordonnance de restriction de 6 mois interdisant tout contact de sa part et de celle de mes parents par quelque moyen que ce soit, en personne, par téléphone, par courriel ou par les médias sociaux. Au moment où la sentence a été prononcée, la salle s'est arrêtée, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet.
Elena s'est levée, les jambes tremblant comme quelqu'un qui glisse sur la glace. Elle s'est tournée vers moi, dans une salle d'audience remplie d'étrangers, sous le regard des avocats, du juge et de spectateurs dispersés, et s'est mise à genoux. Charles, je suis désolé. Je le suis. Je n'aurais jamais voulu que ça aille aussi loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé non pas avec colère, non pas avec ressentiment, c'était juste le regard de quelqu'un qui a été déçu trop de fois pour même être encore en colère. Derrière elle, Grayson, toujours la même posture silencieuse, se tenait sur le côté, la tête baissée. Sa voix était à peine audible, comme s'il avait peur d'exister même dans cette pièce. Je suis désolé, Charles. J'aurais dû dire quelque chose. Je n'osais pas l'arrêter. Je ne l'ai pas regardé. De l'autre côté de l'allée, ma mère essuyait ses larmes. Mon père n'a rien dit, mais il s'est levé, a fait quelques pas vers moi et a parlé d'une voix rauque, « Ce que tu as fait est cruel envers ta propre famille. » Je me suis tourné vers lui, j'ai croisé son regard et j'ai répondu, calme, clair et sans hésitation, non. Je rembourse simplement le coût exact de ce que vous avez tous fait. Puis j'ai regardé Elena une dernière fois. Elle s'était relevée lentement après l'intervention de l'agent du tribunal. J'ai secoué la tête et j'ai dit simplement, je ne veux pas l'argent. Je veux la paix. Puis je me suis retourné, je suis sorti de la salle d'audience lent, régulier, et c'était fini. Les portes se sont refermées derrière moi, et avec elles, un long et lourd chapitre de déception s'est terminé. Après le procès, je n'ai reçu aucun autre message ni appel téléphonique. Le tribunal avait émis une ordonnance de restriction, il n'était pas autorisé à me contacter sous quelque forme que ce soit. Une semaine plus tard, j'ai reçu un virement bancaire de $30 000 de Grayson, le montant total de l'indemnisation ordonnée par le tribunal, payé rapidement. Je ne l'ai pas renvoyé, mais je ne l'ai pas gardé pour moi non plus. Au lieu de cela, j'ai utilisé la somme entière pour créer un fonds fiduciaire pour David, leur fils, le seul dans cette famille avec lequel je ressentais encore un lien, c'est le seul qui vaille la peine de s'y accrocher. La fiducie a été légalement établie au nom de David, et j'ai été désigné comme fondateur. Elena a été nommée tutrice passive, ce qui signifie qu'elle avait le droit de consulter le compte, de voir chaque transaction, mais qu'elle ne pouvait pas retirer, dépenser ou toucher un seul centime. Je voulais que David ait quelque chose qui lui appartienne, quelque chose qui ne vienne pas de la culpabilité, de la manipulation ou des mensonges, quelque chose intact par les dommages causés par les adultes qui l'entouraient. Les 8 mois qui ont suivi le procès ont été étrangement paisibles, pas de drame, pas de texto, pas de faveur, pas d'ombre familière du passé, juste des matins calmes, du café infusé près de la fenêtre, du jazz doux jouant en arrière-plan, et le genre de silence que j'avais longtemps désiré tout au long de ma vie adulte. Puis, il y a des mois, un soir juste avant Noël, j'ai entendu frapper à la porte. Le soleil venait de disparaître sous l'horizon, et le froid de décembre se glissait à travers les arbres comme un rappel chuchoté de l'hiver. Je ne m'attendais à personne, mais instinctivement, je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Et il était là, David, mon neveu, se tenait devant moi, seul. Dans ses mains, une petite boîte cadeau enveloppée de papier vert froissé avec un ruban rouge, emballé par lui. Il a levé les yeux vers moi avec ces mêmes yeux bruns, toujours les mêmes que je me souvenais, pas timide, pas effrayé, juste une phrase, douce, honnête, et assez pour immobiliser mon cœur pendant quelques secondes de calme. Tu me manquais, oncle. Je n'ai rien dit au début, je ne pouvais pas. Et puis, au bout de l'allée, je les ai vus, mes parents, Elena et Grayson, debout à côté de leur vieux VUS. Personne ne s'est approché, personne n'a fait signe. Ils sont juste restés là, à regarder. Une semaine après cette brève rencontre, dans l'après-midi du 30 décembre, j'ai reçu un texto de ma mère. Elle n'a pas appelé, peut-être savait-elle que je ne décrocherais pas. Le message était court, seulement quelques lignes, mais le sens qui se cachait derrière était clair, la famille prend son dîner du Nouvel An, comme chaque année. Si tu es libre, viens manger avec nous. J'ai regardé ces mots sur mon écran, mes mains se sont lentement serrées autour du téléphone. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas rancunier, juste calme, une longue période d'immobilité et un court et vif moment d'hésitation. Puis j'ai répondu en tapant seulement 2 mots, je suis occupé. Aucune explication, aucune excuse, et aucun mensonge, parce que j'étais vraiment occupé à rester fidèle à la décision que j'avais prise, occupé à protéger la paix que j'avais tant lutté pour obtenir. Le lendemain, je me suis rendu au centre d'expédition local et j'ai envoyé un petit colis pour David, un ensemble Lego sur le thème de l'espace que je savais qu'il convoitait depuis l'année dernière.
À l'intérieur se trouvait une simple carte manuscrite, « Bonne année, oncle Charles ». Pas de mots fleuris, pas de note latérale, pas de message pour quelqu'un d'autre. Après l'avoir envoyé, je suis remonté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit au pas vers un endroit en particulier, juste loin du sentiment d'être ramené dans le passé. Je ne devais plus rien. Dans les semaines qui ont suivi, ils sont restés en contact, plus de voyages de culpabilité, plus de tentatives de déterrer le passé, juste un message occasionnel, une courte salutation ici et là, parfois une photo de David souriant dans la cour. Je ne les ai pas bloqués, mais je ne les ai pas ignorés non plus. J'ai lu les messages, j'ai répondu, et de temps en temps, j'ai même décroché le téléphone lorsque ma mère appelait, une courtoisie minimale entre des personnes qui s'appelaient autrefois famille. Mais chaque appel ne durait que quelques minutes, mon ton était toujours régulier, calme et mesuré, pas assez froid pour être cruel, mais assez clair pour qu'elle comprenne que je respectais ma limite. Un soir, vers la fin d'un appel, elle a fait une pause juste un instant, puis elle a demandé, d'une voix sensiblement plus douce, « Tu ne m'as toujours pas pardonné, n'est-ce pas ?» Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les yeux se dirigeant vers la fenêtre. Ma voix a baissé lorsque j'ai répondu, « Je t'ai pardonné. » Je l'ai laissé reposer un instant, puis j'ai ajouté, clair mais jamais élevé, « Mais revenir à ce que c'était, c'est impossible. » De l'autre côté de la ligne, elle n'a rien dit, et je n'avais pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit de plus. Une semaine après cet appel, ma mère a envoyé un autre message, une seule ligne, « J'attendrai, aussi longtemps que nécessaire. J'attendrai le jour où tu rentreras à la maison. » Je l'ai lu, mais je n'ai pas répondu, non pas par colère, mais parce que je ne savais honnêtement pas quoi dire. Je lui avais pardonné, mais le pardon ne signifie pas que les choses peuvent revenir à ce qu'elles étaient. Les fissures dans le cœur ne disparaissent pas avec des excuses. Parfois, la distance n'est pas un signe que l'amour a disparu, les gens le font lorsqu'ils ont enfin appris à se protéger. Je vis toujours dans cette maison. Je fais toujours du café tous les matins. Je vais toujours au travail. Je souris toujours quand je vois un enfant courir sur la pelouse devant. Mais au plus profond de moi, il y a encore une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, je leur ai pardonné, mais une seule excuse peut-elle effacer tous les dommages qu'ils ont causés? Si c'était vous, seriez-vous retourné? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment connaître vos opinions, que vous soyez d'accord ou non. Et si cette histoire a eu une signification pour vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Votre soutien signifie le monde pour nous, c'est ce qui nous permet de raconter de vraies histoires sur la famille, la confiance et le cheminement vers la découverte de soi. Merci de votre écoute. À la prochaine fois, dans l'histoire suivante.